Bienvenue dans Une semaine dans le monde. Sur France 24, nous faisons le tour des unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. Patricia Lémonière est avec nous ce soir. Bonsoir Patricia, grand reporter. En face de vous, CAC, ce soir, dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace. Bienvenue CAC. Merci. Et puis nous avons Ziad Limam avec nous. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Fabrice Rousselot est là ce soir, directeur de la rédaction The Conversation France. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Au sommaire, ce soir, Viktor Orban, qui a donc mis son veto à un nouveau soutien budgétaire à l'Ukraine et s'est abstenu de voter pour l'ouverture des négociations sur l'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Ces négociations sont donc officiellement ouvertes. Les débats sur l'aide financière reprendront au début de l'année prochaine. Zelensky a pourtant plaidé la cause de son pays de Washington à Oslo. Et Poutine, dans le même temps, a réaffirmé qu'il voulait dénazifier l'Ukraine. L'autre titre cette semaine, la guerre, bien sûr, Israël-Hamas, avec ses 8 corps récupérés par l'armée israélienne à Gaza, dont celui d'un des otages franco-israéliens, Elia Toledano. L'armée israélienne multiplie encore les frappes à Gaza et elle prévoit des batailles encore plus difficiles dans les prochains jours. Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a rencontré Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui a déclaré que toute tentative de séparer et d'isoler la bande de Gaza de l'État palestinien était inacceptable. Et direction les États-Unis avec Joe Biden, qui est visé maintenant par une enquête en destitution approuvée par les républicains majoritaires à la Chambre des représentants. Cette enquête est qualifiée de combine politique sans fondement par le président américain. On va bien sûr y revenir. La COP 28 à Dubaï, qui a abouti à un accord qui appelle à faire une transition hors des énergies fossiles afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Certains le qualifient d'historique, d'autres de premier pas. Le texte prévoit un triplement de la capacité de production d'énergie renouvelable et un doublement des taux d'efficacité énergétique d'ici à 2020. Voilà pour tous les thèmes. Et on démarre justement avec ce sommet européen qui vient de se terminer. Viktor Orban, donc, je vous le disais, qui a mis donc son veto à ce nouveau soutien budgétaire à l'Ukraine. On parle de 50 milliards. Zelensky est bien sûr très déçu. Les débats sur l'aide financière devraient reprendre au début de l'année prochaine. On va écouter Viktor Orban et Ursula von der Leyen. Nous voulons être traités de manière équitable et maintenant nous avons une bonne chance de faire valoir notre point de vue. L'argument décisif des 26 autres États membres était que la Hongrie n'avait rien à perdre en agissant de la sorte, étant donné que le dernier mot sur l'adhésion de l'Ukraine doit être donné par les parlements nationaux, 27 d'entre eux, y compris le Parlement hongrois. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à parvenir à l'unanimité hier. La Hongrie n'a pas été en mesure de soutenir le nouveau budget. Il y a donc maintenant un nouveau rendez-vous au début de l'année prochaine et nous utiliserons en tant que Commission le temps d'ici là pour garantir que, quoi qu'il arrive, lors de ce prochain sommet, nous aurons une solution opérationnelle. Mais à quoi joue Orban, Ziad ? D'abord, il essaie de récupérer l'ensemble des aides auxquelles il a droit, auxquelles la Hongrie a droit, et qui ont été gelées en partie pour raison de droits de l'homme, atteinte aux droits de l'homme, démocratie, etc. Donc il joue un jeu assez évident et je vous lâche un petit quelque chose sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, sachant que tout ça va mettre 15 ou 20 ans, plus les parlements, plus la bureaucratie, plus etc. Et puis en même temps... Donc il y a un petit signal politique et puis de l'autre côté... Il défend ses intérêts à court terme et il défend aussi quand même une position politique qui est que pour le gouvernement hongrois et pour Orban, la Russie n'est pas l'ennemi, il faut une sortie de crise, et donc il y a quand même quelque chose de plus structurant et qui est partagé par un certain nombre de gens en Hongrie et peut-être un petit peu ailleurs en Europe de l'Est sur la relation à la Russie et la relation à l'Ukraine, qui n'est pas si simple que ça. Patricia, on peut parler de chantage là ? Est-ce que la Commission européenne a bien fait de lâcher les 10 milliards juste avant le sommet, alors qu'il en restait 40 milliards autres ? C'était peut-être le mettre en position de force dans la négociation. Alors, moi, j'ai envie de dire que la Commission européenne a gagné du temps, en fait. Parce que paradoxalement, on parle aujourd'hui effectivement de ce relatif échec. Mais en même temps, elle a gagné du temps par rapport à l'Ukraine en disant oui, on a voté
Pas tous ensemble, puisque Orban, par cet artifice, est sorti de la salle au moment du vote. Et donc, on va pouvoir commencer le processus plus avant. Donc, mais en fait, c'est un faux vote, puisque, comme Orban le dit très justement, il faut que ce soit ratifié par tous les parlements. Donc, si tous les parlements ne le ratifient pas, le processus pourra de toute façon pas s'engager. Ça doit se jouer au printemps. Mais elle gagne du temps. Elle gagne du temps aussi avec l'aide financière, en disant, effectivement, on va se retrouver. Et déjà, ils ont des solutions, en quelque sorte. Ça sera presque dans le bilatéral. On va trouver des solutions. Donc, elle a gagné du temps, elle a maintenu une unité de façade par rapport à la Russie. Et ça, c'était très important, parce que Vladimir Poutine aurait beaucoup apprécié que tout ça vole en éclats et que le sommet se finisse sur un échec. Donc vous voyez le verre à moitié plein. Oui, moi, je vois le verre à moitié plein. Et surtout, je dis par rapport à ce que pouvait espérer Vladimir Poutine, un éclatement un peu de la Commission, là, on a essayé jusqu'au dernier moment à faire en sorte que ça éclate pas. Et ça n'a pas éclaté, mais pour un temps. Voilà. Le bémol, c'est tout de même l'Ukraine, parce que Volodymyr Zelensky a besoin de cet argent maintenant. Bien sûr. C'est ce qu'il essaye de signifier, le président ukrainien. La question qu'on pouvait se poser avant le sommet, c'était qu'est-ce qui était le plus important en fait ? Est-ce que c'est l'adhésion à l'Europe et le processus qui va prendre du temps, ou est-ce que c'est l'aide ? C'est une question de perspective. Le symbole du dialogue sur l'adhésion politique, il est fort, parce que c'est aussi quelque part un saut de protection qui est mis par l'Occident par rapport à l'Ukraine face à une hégémonie russe. On a vu Vladimir Poutine en conférence de presse qui a quand même annoncé qu'il allait poursuivre la guerre, qu'il voulait plus, etc., etc. Donc c'est important d'avoir ce signal-là. Après, sur le terrain, on revient toujours à la même question. Est-ce que l'Occident, l'Europe plus les États-Unis vont donner les moyens à Zelensky, non pas de résister, mais de gagner la guerre ? La question est posée. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Alors, il y a des solutions qui sont déjà évoquées. On l'a dit à Bruxelles hier soir, si ce n'est pas les 27, ce sera les 26. Donc, on le fera à 26, sans la Hongrie. C'est une solution. Mais c'est vrai que là, on est dans une course contre la montre. L'Ukraine a besoin aujourd'hui plus d'armes. On a vu des reportages cette semaine sur des soldats ukrainiens qui avaient à choisir entre les 2 obus qu'ils envoyaient quotidiennement, alors qu'ils en envoyaient jusqu'à 20 ou 30 par jour précédemment. Donc c'est quand même une urgence, et ça, c'est un souci. Est-ce que la voix de Zelensky porte beaucoup moins qu'avant, Ziad ? Tous les conflits, on sent bien qu'il y a des usures qui s'installent, que le drame s'étiole, que les images répétitives, ce qui nous émouvait il y a 1 an ou 1 an et demi, nous émeut moins, et puis il y en a un autre, et puis il y en a un autre. Donc il y a forcément une forme d'usure. Et puis pour les Européens, c'est quand même une discussion extrêmement structurelle et essentielle. C'est-à-dire que si jamais on n'avait pas les États-Unis, si jamais on pouvait si les Américains ont, pour des tas de raisons politiques intérieures, seraient obligés de restreindre leur aide, est-ce que nous, on assume en tant que puissance, même à 26 ou à 27, est-ce qu'on assume en tant que puissance une guerre longue face à la Russie, sachant que déjà, on n'est pas florissant sur le plan budgétaire, que nos industries d'armement sont au maximum de ce qu'elles peuvent produire. Donc sans l'Amérique, c'est une décision presque... Et Zelensky qui dit, attention, l'Ukraine, ça sera juste le premier pays si on laisse Poutine faire. Et puis il y a toutes sortes de gens sur Internet, etc., qui vous racontent que c'est un complot américain, que l'idée c'est de casser l'Eurasie qui était en train de se construire, que en fait le destin de l'Europe c'est plutôt de s'allier stratégiquement pour des millénaires avec cette Russie qui est là pour durer. Donc tout ça, ça crée beaucoup de confusion dans les opinions publiques. Et puis, mais là on parle aussi des gouvernants, en fait, finalement, Patricia, parce que ce sommet européen, ce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis aussi, finalement, ce sont les représentants. Est-ce que c'est vraiment l'opinion qui se fatigue ? Alors, il y a effectivement ce que dit Ziad, il y a une fatigue globale, et ça, on le voit avec toute forme de guerre et toute forme d'actualité. Il y a des phases, effectivement, et là, on est dans une fatigue. Je crois aussi que l'on ressent un peu les effets de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que, si vous voulez, ce qui se passe aux États-Unis avec... qui sont que des questions, en fait, presque de politique peut-être intérieure, on le verra. Mais néanmoins, c'est le lâchage de l'Ukraine. Et ce lâchage, ça travaille les mentalités chez nous. Et donc, ça a forcément des effets. Et je crois que parmi ces effets, c'est de dire, il n'y a pas urgence. Si, il y a urgence. Et d'ailleurs, il y a un think tank britannique il n'y a pas, je crois, hier ou avant-hier, qui a dit mais que si jamais on doit abandonner finalement l'Ukraine, eh bien peut-être que les États-Unis seront forcés et contraints d'envoyer des soldats sur le sol européen si Poutine ne s'arrête pas là.
il y a cette lassitude-là, mais il y a aussi une usure intérieure. On a vu les dissensions au sommet de l'État. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les manifestations de femmes, de soldats ukrainiennes qui sont à Kiev. Voilà, pas trop grosses, mais c'est pas rien en tant que guerre, en tant que guerre, de voir... Elles veulent le retour des soldats. Le retour des soldats. Et donc, c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout, il y a cette lassitude, elle existe. Après, il y a un calcul politique qui, en effet, vient des États-Unis, qui est fait depuis longtemps, avec potentiellement les Républicains et l'arrivée de Trump, où si Trump arrive, c'est fini. Et le Congrès qui, a priori, ne va pas débloquer l'aide financière militaire avant la fin de la semaine. Hein. Donc ça, c'est rendez-vous aussi en 2024. Ce qui pourrait donner un peu d'allant, c'est une Russie affaiblie. Or, ce qu'on voit... Est-ce que le temps ne joue pas pour Poutine? Les messages qui viennent, c'est que les sanctions... Certes, mais comme toutes les sanctions, elles ont tendance à être contournées par toutes sortes de gens, y compris par la Russie, par son effort personnel. On voit que sur le front militaire, c'est gelé, mais plutôt avantage aux Russes. Et on a un Poutine assez triomphant en conférence de presse qui dit, moi, de toute façon, c'est clair, je ne changerai pas, j'irai jusqu'au bout. Garde ses buts de guerre, dénazification de l'Ukraine. Il y a une forme de guerre psychologique aussi, de dire, nous, on est super costaud, et pour... Mais est-ce que le temps ne joue pas en faveur de Poutine? Alors, il y a quelque chose qui est majeur, effectivement, le temps sur lequel il a toujours compté, Poutine, mais surtout, il a mis son pays en économie de guerre, tout de suite. Et que nous, en Europe, bisounours comme nous ne sommes toujours pas en économie de guerre. On croit toujours qu'avec on espère toujours dans ce parapluie formidable américain, comme il est venu pendant les deux guerres mondiales. Mais non, le parapluie américain peut se refermer. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas en économie de guerre. Nos industries, encore, vendent effectivement aux Émirats, en Arabie Saoudite, des missiles qui pourraient orienter, et des obus qui pourraient orienter sur l'Ukraine. Or, on ne le fait pas, parce qu'effectivement, il n'y a pas un forcing politique pour dire on se retrouve tous les manches, on se met en économie de guerre, parce que peut-être c'est une question de survie de nos valeurs européennes. Tout à fait. C'est pas tellement qu'on est bisounours, il y a aussi un contexte économique compliqué. Oui. Puis on a aussi des capacités de production qui ont été surévaluées, on s'en rend compte. Mais c'est vrai que la Russie aujourd'hui, elle apparaît en position de force. Poutine, alors c'est de la propagande éhontée. On avait l'impression d'être 25 ans en arrière. C'est tellement, ces espèces de conférences, etc. Mais 4 heures de show. Voilà, ce show, mais ça marche aussi. Mais ça aussi renvoie une image à l'extérieur qui est de dire, voyez, moi je suis toujours là et je peux être là pendant longtemps. Jusqu'à la victoire, c'est ce qu'il a dit. Et les dessins, CAC. Alors, 3 dessins sur 3 angles différents de cette actualité que je vous propose. Le premier va vous plaire, Stéphanie, puisqu'il répond un peu à votre question. Il est de Chapat pour le Boston Globe. Chapat, dessinateur suisse. Donc, c'est la visite de Zelensky aux États-Unis. Cette fois-ci, vue du bureau de Vladimir Poutine. Nous avons cette arme imparable contre laquelle l'Occident ne peut rien, dit le président russe, le temps. Vous voyez, vous avez anticipé. Ce second dessin, puisque je viens vous voir, je vous en propose un de moi, qui a été fait pour l'Opinion cette semaine. Il couvre cette fois-ci le sommet européen. Vous voyez cette signature de l'aide à l'Ukraine, 50 milliards. Et ça, c'est quoi? C'est pour Orban, pour qu'il signe aussi un petit sac de 10 milliards, comme ça. Et sur le côté. Et puis, troisième angle de cette actualité, l'annonce faite par Vladimir Poutine que, oh surprise, il est candidat à sa propre succession. Alors cette fois-ci, on va écouter Nicolas Vado, grand dessinateur belge pour Le Vif, qui fête d'ailleurs cette semaine ses 30 ans dans Le Vif, Nicolas Vado. 2000-2030, 30 ans au pouvoir, et Poutine debout sur une ombre que vous reconnaîtrez évidemment. Les records sont comme les opposants, ils sont faits pour être battus. Alors commentez l'ombre, parce que tout le monde ne la voit pas. Eh bien, c'est l'ombre de Staline, évidemment, puisque Staline a régné presque 30 ans à la tête de l'URSS. Donc, est-ce que Vladimir Poutine va le battre? Probablement. La guerre Israël-Hamas, donc l'autre guerre avec ces 8 corps récupérés par l'armée israélienne à Gaza, dont celui d'un des otages franco-israéliens, Elia Toledano, l'armée israélienne qui multiplie encore les frappes à Gaza et qui prévoit des batailles encore plus difficiles, dit-elle, dans les prochains jours. Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a estimé qu'il ne serait pas juste, a-t-il dit, qu'Israël occupe le territoire palestinien à l'issue de la guerre contre le Hamas. Je vous propose de l'écouter. La lutte contre le Hamas prendra des mois. Et bien sûr, nous sommes d'accord avec cela. Cette lutte contre le Hamas, un groupe terroriste solidement établi à Gaza, va prendre du temps et se dérouler en plusieurs phases. La question des modalités de cette transition, de son calendrier, fait également l'objet de discussions approfondies. Mais la position des États-Unis est claire. Nous ne pensons pas qu'il soit logique ou juste pour Israël d'occuper ou de réoccuper Gaza à long terme.
Patricia, alors il répète un peu ce que dit Joe Biden depuis plusieurs semaines. Est-ce que les Américains essaient vraiment de faire pression sur Benjamin Netanyahou? Ah oui, moi je crois que les Américains essayent de faire pression de deux côtés, d'essayer de minimiser effectivement les pertes civiles en faisant des frappes beaucoup plus ciblées et moins intenses. Et puis aussi sur l'après, sur la politique des deux États. Et on voit bien que les Israéliens n'en ont que cure. Pour l'instant, dans les propos et dans l'attitude aussi bien du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, que de son ministre de la Défense, c'est non à deux États et non à une petite guerre. Donc c'est une guerre à long terme, on ira jusqu'au bout, etc. Et on reste à Gaza. Enfin, et on reste à Gaza. Et on ne se pose pas la question vraiment de l'après, en plus. Et c'est ça qui est très... On en est à la guerre et on a l'impression que l'idéal, effectivement, pour Israël, c'est qu'il n'y ait plus de maisons palestiniennes, qu'il n'y ait plus d'hôpital et qu'il n'y ait plus de Palestiniens du tout à Gaza. C'est dans la logique qui est apportée par les discours israéliens, on a l'impression que c'est ça qu'ils aimeraient pour l'après. Bon, simplement, l'après ne sera forcément pas comme ça. Et donc, pour les Américains, faire pression aujourd'hui, le seul moyen qu'ils n'utiliseront pas, parce que ça ne serait pas voté au Congrès, ça serait couper les armes. Et ils n'en sont pas là. Ils n'en sont pas là, mais ils ont toujours ce moyen. Mais ils ont toujours ce moyen. Mais même si le président le souhaitait, il ne pourrait pas, parce qu'on sait aujourd'hui c'est bien au Parlement, enfin au Congrès, eh bien la majorité est pour soutenir Israël. Il n'y aurait pas de majorité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même encore un débat aux États-Unis justement sur ce soutien à Israël? On apprend à cet instant que Israël annonce avoir tué 3 otages identifiés par erreur comme une menace. Voilà, ça c'est une annonce, c'est une première d'ailleurs de la part de l'armée israélienne. Malheureusement, ça risque d'arriver dans les prochaines semaines. La presse américaine et les sources de renseignement américains parlent de 18 otages qui auraient été tués. Alors, on avait l'interrogation de savoir comment l'otage franco-israélien avait été tué. On ne le sait toujours pas, mais clairement, ça va arriver dans les prochaines semaines et ça va être compliqué à gérer. Moi, j'ai l'impression qu'on est à un moment qui est un moment clé où la stratégie israélienne est une stratégie purement politique. C'est-à-dire qu'en fait, Netanyahou a fait le pari de la guerre parce que la guerre, c'est son moyen de survie, c'est son seul moyen de survie. Quand on regarde un peu l'extrême droite israélienne qui est dans le gouvernement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le pari du pire parce que tout simplement, c'est aussi une survie politique. On sait que Netanyahou est quand même le roi de la survie politique. Et donc, cette stratégie-là, c'est une stratégie qui est une stratégie assez destructrice, évidemment, avec les Américains qui font pression, mais qui, pour l'instant, n'ont guère de résultats. Donc, à moins de parier sur une fin d'année comme ça, qui va avec des assauts, etc., et ça va un peu s'éteindre d'elle-même, et ce qui n'est pas le scénario, puisqu'on a à la fois l'état-major israélien qui dit que ça va durer plusieurs mois, on a ce refus des deux États, ce qui est... Ils ne pensent pas à l'après, mais ils y pensent aussi. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que pour aujourd'hui, pour Israël, les Palestiniens, ils seront en Cisjordanie, point à la ligne, et qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire de Gaza. Ça fait quand même beaucoup de questions, et ça fait beaucoup de risques à prendre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je ne crois pas que ce soit que de la survie politique. Je crois qu'il y a la survie politique, oui, et il y a aussi des croyances. Bien sûr, bien sûr. Et une position idéologique. Bien sûr. On va écouter justement cette passe d'armes entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. We have made it clear to the Israelis and are aware that Nous avons dit clairement aux Israéliens que la sécurité des Palestiniens innocents est une préoccupation importante. Les actions mises en œuvre doivent respecter la protection des civils palestiniens innocents qui sont tués, assassinés, disparus. Il faut lutter contre le Hamas tout en protégeant les Palestiniens innocents. C'est notre responsabilité, notre devoir. C'est pourquoi je travaille en étroite collaboration avec différentes parties prenantes pour nous assurer que l'aide humanitaire arrive. J'apprécie vraiment le soutien que nous apportent les Américains pour détruire le Hamas et récupérer nos otages. Après d'intenses discussions avec le président Biden et son équipe, nous avons reçu un appui total sur le terrain et de l'aide pour réduire les pressions internationales voulant mettre fin à la guerre. Oui, il y a des désaccords concernant l'après-Hamas, mais j'espère que nous parviendrons également à un accord là-dessus. Je veux clarifier ma position, je ne laisserai pas Israël répéter les erreurs de l'accord d'Oslo, je ne permettrai pas qu'après l'immense sacrifice de nos citoyens combattants, nous laissions s'implanter à Gaza ceux qui enseignent le terrorisme, le soutiennent et le financent. Gaza ne sera ni le territoire du Hamas, ni celui du Fatah.
Ni le territoire du Hamas, ni le territoire du Fatah. Voilà ce que dit Benyamin Netanyahou. Donc, il est absolument au total désaccord. Cette idée d'État, de 2 États ne doit pas revenir sur la table. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il dit. Comme disait Patricia, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que ce monsieur a tout fait depuis 25 ans ou depuis 30 ans pour saborder la possibilité de la création d'un État palestinien. Et il est, sur ce dossier-là, sur l'opinion israélienne en Israël, il n'est pas complètement minoritaire. C'est-à-dire que, grosso modo, la création d'un État palestinien, ça relève du rêve, sauf si la communauté... Du rêve, mais c'est la seule, il n'y a pas d'alternative. Sauf si les Américains décidaient de passer à autre chose, parce que, excusez-moi, tous ces discours sont assez pathétiques. Je veux dire que la première puissance du monde, on ne parle pas de petits rigolos de l'arrière-cour, on parle de Joe Biden, on parle de Jack Sullivan, on parle du département de la Défense, on parle de livraison d'armes en quantité astronomique, parce que sinon l'effort de guerre ne pourrait pas obtenir. Et ces gens-là se font littéralement renvoyer dans leur corde par un Benjamin Netanyahou qui leur dit « Moi, je m'en fiche, je suis pas d'accord avec vous ». Et donc on a un président qui, l'air de rien, est en train de perdre en Ukraine, l'air de rien est en train de se faire balader sur le dossier israélo-palestinien avec des images tous les jours qui impactent l'opinion publique, avec les bombardements intensifs, etc. Et qui a une élection dans 1 an et avec un Trump derrière qui a presque changé en disant « Mais moi, je suis le gars raisonnable de la maison ». Et il se met à avoir un discours anti-Netanyahou. Visiblement, il règle des comptes personnels qui datent des accords d'Abraham, etc., en disant « Moi, je sais qui ne veut pas, et si je viens, ça va changer ». Et alors là, on est dans la confusion la plus totale. C'est-à-dire que... Et ceux qui trinquent pendant que tout ça est très confus, tous les jours, aujourd'hui, c'est 30 morts, 40 morts, 50 morts à Gaza, bombardement aérien. Et une dernière chose... Pour détruire le Hamas, j'ai lu quelque part, on a voulu détruire les talibans il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, et aujourd'hui ils sont au pouvoir à Kaboul. Et on sait d'autres disent ça pour le Hezbollah également. On sait très bien que ce genre de guerre, il n'y a pas de victoire possible, puisqu'on va générer du Hamas. Donc il faut parler politique, il faut parler aussi de l'après, c'est ça aussi. Ce qu'a fait Sullivan aujourd'hui. Sullivan, il a refusé de répondre aux questions des journalistes américains sur les dissensions entre Israël et les États-Unis. Voilà, il a refusé. Non, mais il a mis en avant le fait que l'effort allait continuer. Donc c'est vrai que l'élément que vous donniez tout à l'heure, ces 3 otages tués potentiellement par l'armée israélienne. Ça peut changer. Je ne sais pas si ça peut changer, mais c'est clair que ça va mettre des pressions supplémentaires sur Israël. Et il est certain que les Américains vont l'utiliser pour encore appuyer sur Israël. Patricia, parce que c'est vrai que les familles des otages continuent de manifester quasiment tous les jours. Il y a 2 choses. Je crois que c'est l'annonce de ces morts dans des bombardements. En effet, en Israël même, auprès des familles des otages qui peuvent effectivement repartir un peu à la saute des chats, qu'elles se trouvaient maltraitées, disait-elle, par le Premier ministre israélien. Mais je crois qu'au-delà de la situation immédiate, émotionnelle et des violences qui se passent, il y a un isolement de plus en plus grand sur la scène diplomatique des États-Unis. Et cet isolement, on l'avait ressenti quand les États-Unis n'avaient pas volé au secours des pays arabes, aussi bien de l'Égypte que de l'Arabie saoudite. Et donc, il y avait un isolement par rapport au monde arabo-musulman. Mais là, c'est un isolement sur un plan international. Et là, il va falloir que les États-Unis le gèrent. Parce que peut-être que c'est très bien, effectivement, de s'isoler et de dire America First dans son propre champ entre ses frontières. Mais l'Amérique, les États-Unis, ce n'est pas que ça. C'est la première puissance mondiale. Et aujourd'hui, en s'isolant de cette façon-là, elle remet sa position de première puissance mondiale, incapable de ramener la paix au Proche-Orient et en Ukraine. Et les dessins. 3 dessins, à nouveau. Je vous propose 3 regards différents sur ce conflit. Ce premier, qui est d'une dessinatrice turque très talentueuse, Zehra Omeroglu, qui a eu quelques petits ennuis d'ailleurs dans son pays avec M. Erdogan, mais passons. Et qui, elle, s'interroge sur qu'est-ce qui protège encore les habitants de Gaza. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, les seules choses qui peuvent encore les protéger, ce sont les droits de l'homme. Le dessin semble suggérer que c'est assez futile comme protection. Un dessin assez terrible. Le suivant d'un dessinateur égyptien, Sherif Arafat. Alors lui, il est sur le sujet dont vous venez de parler, c'est-à-dire où en sont les États-Unis actuellement, et notamment la situation aux États-Unis politique par rapport au soutien apporté à Israël. Et là, vous avez Oncle Sam en train de se noyer dans le coup moral de cette guerre. Un dessin très simple, très visuel et qui dit beaucoup de choses.
que j'aime beaucoup. Et enfin, donnons la parole au dessinateur israélien qui continue, malgré tout, d'essayer de travailler dans ces conditions. Et alors, vous allez voir, non, je ne me suis pas trompé de sujet, ce n'est pas un dessin sur la COP28 que je vous propose, c'est bien un dessin sur la situation en Israël, où vous avez ce soldat israélien debout sur quoi? Sur la date du 7 octobre, cette date fatidique, dont l'impact qui justifie tout ce qui est fait maintenant semble diminuer au fur et à mesure que nous sommes submergés d'images de victimes, d'immeubles qui s'effondrent, de la désolation totale à Gaza. Et donc ce 7 octobre commence à être un peu loin dans les mémoires et à fondre comme un iceberg au soleil. Sacré dessin, vous voulez le commenter, Patricia? Dessin de horrifique. Non, je trouve qu'en même temps, au-delà de ça, c'est aussi Israël totalement isolé au milieu de la mer et la terre qui se rétrécit et la peur qui est dans tout Israélien que la terre qui devait les protéger et où ils pouvaient trouver refuge, eh bien, fond au soleil. Effectivement aussi. Puisqu'on parlait des États-Unis, on y reste. Direction Washington avec cette enquête, finalement, en destitution approuvée par les républicains de la Chambre des représentants contre Joe Biden. Il fallait bien que ça lui arrive à Joe Biden. On s'y attendait un petit peu. Ils sont majoritaires à la Chambre des représentants, les républicains. Et c'est une enquête, bien sûr, qualifiée de combine politique sans fondement par le président américain. C'est lié directement à son fils et aux activités commerciales et de business de son fils Hunter Biden. On va l'écouter. Pendant 6 ans, j'ai été la cible de la machine d'attaque incessante de Trump qui criait « Où est Hunter ?» Eh bien, voici ma réponse, je suis là. Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible. Mon père n'était pas impliqué financièrement dans mon entreprise, ni en tant qu'avocat en exercice, ni en tant que membre du conseil d'administration de Burisma, ni dans mon partenariat avec un homme d'affaires privé chinois, ni dans mes investissements dans mon pays, ni à l'étranger, et certainement pas en tant qu'artiste. Fabrice, alors c'est vrai que ça a peu de chances d'aboutir, hein, puisqu'en plus au Sénat, ce sont les démocrates qui dominent. Manifestement, ils ne trouvent pas vraiment les preuves des liens de corruption présumés entre Hunter Biden et son père. Mais bon, ça fait encore désordre un peu plus pendant cette campagne. Il y a clairement un objectif politique derrière cette procédure de destitution. Ça fait plusieurs mois qu'il y a eu des enquêtes menées par les Républicains. Les experts, pour l'instant, n'ont pas trouvé de lien entre père et fils. Pour rappel, il y a 2 histoires principales. La première, c'est des affaires en Chine et les Républicains assurent qu'il a utilisé l'influence de son père, qui était alors vice-président, pour faire ses affaires. L'autre, qui est un peu plus compliquée, un peu plus intéressante, c'est un procureur ukrainien qui a sauté alors qu'il était en train d'enquêter sur une société, un conglomérat énergétique, dans lequel Hunter Biden venait de prendre une grosse position dans le conseil d'administration pour monnaie sonnante et trébuchante. C'était des grosses sommes. Et là, c'est peut-être un peu plus... mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'enquête jusqu'à présent n'a rien démontré. Mais comme vous le dites, le problème, c'est que Biden est en ce moment dans une situation délicate, que ce soit à l'international, chez lui. Il y a la menace... Trump en rajoute évidemment des tonnes à chaque nouveau meeting. Et donc, on a un président fragilisé, même si cette enquête n'aboutira pas, eh bien, quelque part, ça le fragilise encore un peu plus. C'est vrai qu'un Américain me disait sur cette antenne, la campagne est déjà pourrie, elle est juste encore un peu plus pourrie. On ne s'attendait pas à des miracles. Hein. Non, mais, on se disait ça n'est bien que le début, parce qu'il reste un an. Non, mais ce qui est incroyable, c'est quand même le 2e président d'affilée. Quand même, on sent bien que la guerre républicain-démocrate est engagée. Bon, après, effectivement, je pense que c'est un coup politicien pour affaiblir le président dans l'entrée de la dernière année. Après, il y a quand même la complexité, comme toujours dans ces histoires-là, comme vous le disiez, il y a toujours un fond intéressant. C'est-à-dire que la complexité de la relation entre le père et le fils, la complexité de l'histoire, la tragique histoire familiale du père qui a perdu un premier enfant, puis un deuxième, l'accident de voiture, puis celui qui est décédé d'un cancer. Donc bon... Est-ce que tout ça a été totalement transparent? Bon, je vois que Hunter Biden essaye de couvrir son père aussi. Il y a un petit côté tragédie familiale qui se joue aussi et qui est porté et qui est exploité à des fins politiques. Bon, tout ça va être assez... Vous imaginez quand vous êtes aux États-Unis en ce moment, moi j'y vais
pas depuis quelques mois, mais vous regardez la télé, le premier truc, c'est le ex-président Trump à la cour de New York en train d'insulter le juge qui lui dit « je vais vous mettre un gag order et je vais vous faire taire pour je ne sais pas combien de temps ». Et puis l'image d'après, c'est le président actuel comment tout ça ne peut pas ne pas impacter l'opinion des citoyens américains qui, même s'ils se font manipuler, même s'ils sont eux-mêmes l'objet de la lutte politique, se disent « mais tout est pourri. Et c'est ce tout est pourri qu'on sent aussi un petit peu en Europe, qui fait que... Qui alimente le populisme, en fait. Sur Fox News, c'est Hunter Biden. Chaque journal télévisé ouvre sur Hunter Biden. La seule chose qu'il ait fait de bien pour son père récemment, Hunter Biden, c'est qu'il s'est mis à la peinture. Au moins, c'est plus simple. C'est pour ça qu'il a parlé d'artiste. Il s'est mis à la peinture, il peint maintenant. Patricia. Ça m'inspire deux remarques. Alors effectivement, tout est pourri, mais en même temps, les États-Unis sont capables de poursuivre, de lancer des poursuites contre un président en exercice. Je trouve qu'il y a un côté quand même là remarquable. Nous, on ne voit pas les poursuites. Enfin, nous, on a une cour constitutionnelle, on a d'autres choses, mais bon, je trouve ça, il n'y a pas que le pourri, il y a aussi le côté un peu positif. C'est des députés quand même, hein, c'est pas des juges. Et puis, autre chose, l'autre... Une procédure très particulière. Oui, procédure très particulière, mais néanmoins, ça se passe. Et autre chose, c'est que ce pays, avec ses affaires, eh bien, encore une nouvelle fois, s'affaiblit et donne une image de lui sur un plan international qui est dramatique. Et on voit, parce que, effectivement, derrière, il y a Trump qui manipule, qui a poussé tous les parlementaires, les députés à voter en ce sens, eh bien, on se dit que, effectivement, la politique n'en ressort pas encore une fois, j'ai envie de dire, honorée, en quelque sorte. Honorée, et les États-Unis non plus. Sur fond de ce débat sur l'aide en Ukraine. Voilà, ce qui se dit aux États-Unis, pour les gens un peu qui réfléchissent et qui prennent un peu leur distance, c'est que si le choix des élections américaines aujourd'hui, c'est entre Biden et Trump, ça dit quand même, c'est assez triste pour la première nation du monde. C'est-à-dire qu'on a un démocrate qui est usé, dont on sait quand même qu'il arrive à un âge où c'est compliqué, où il le montre de plus en plus, et on a Trump qui est toujours dans une espèce d'état d'esprit revanchard, qui est incendiaire. Revanchard qui ne participe même pas d'ailleurs au débat des primaires républicaines. Ce qui est intéressant, c'est le son qui vient d'ailleurs. Moi, j'entends de plus en plus dans les Sud émergents, finalement, Trump, c'était mieux. Finalement, Trump, c'était plus lisible. Et en quoi c'était mieux ? C'était plus lisible. C'était pas complexe, oui, c'est sûr. C'était plus lisible, on savait où était l'Amérique, on n'avait pas de surprise, etc. Et puis, il y a une énorme... Ce que disait Patricia sur la rupture entre l'Amérique et le reste du monde, il y a aussi une énorme fracture entre ces les pays du Golfe, les Sud émergents, la Chine, tout ça. Les gens, il y a cette rupture qui est incarnée par le sitting president, le monsieur qui est là. Et donc c'est vers lui que va le ressentiment, et c'est vers lui que va vous gérez pas, vous faites pas, etc. Bon, c'est un peu excessif. C'est Trump qui a affaibli aussi les États-Unis. La position quand il est arrivé, il s'est retiré de tout Trump. J'ai pas dit, j'étais d'accord, je dis. Voilà, ce que je veux dire. Et il changeait beaucoup d'avis. Exactement. Là, on regarde l'exemple de la Corée du Nord. Une fois je te serre la main, une fois je vais te lancer une bombe nucléaire sur la tête, Donc il est un peu parfois imprévisible. Les voyages en Corée du Nord, c'est vrai que c'est... Biden voulant défendre les démocraties, c'est peut-être plus complexe, plus difficile à suivre. Non, mais le discours de Biden et des Européens qui défendent la démocratie, c'est un discours qui est complètement inentendable en ce moment dans une grande partie du monde à cause de l'histoire de Gaza. C'est juste, on n'entend pas. Comment vous pouvez dire que eux, c'est pas vraiment des victimes et que les Ukrainiens sont des victimes, et comment ceux-là sont des victimes, ceux-là sont pas des victimes. Et ça, sur le 2 poids 2 mesures. Ça passe pas. L'Ukraine et Gaza ont changé la géopolitique mondiale. On est dans une espèce de, comment appeler ça, une guerre froide multipartite où on a 3 blocs. On a le bloc américain, le bloc Russie-Chine et puis les pays du Sud. Et du coup, voilà, ça mouve, c'est mouvant. Alors qu'avant, c'était plus simple. Alors, les Européens au milieu. Avec Trump, c'était plus simple, c'est clair. Et les Européens au milieu qui essayaient de parer les... Et CAC, les dessinateurs, qu'en disent-ils ? Alors, les dessinateurs, pour eux, tout ça, c'est quand même de la politique, avant tout. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup mis leur nez dans les vraies affaires de Hunter Biden. Donc, Paresh, par exemple, dessinateur indien, lui, on prend un symbole... On aime bien utiliser les véhicules en dessin de presse. Donc là, vous avez Joe Biden qui fait sa petite route de corniche, qui est en train de se faire balancer un énorme rocher. Enquête pour empêchement par l'éléphant républicain. Mon dessin graphique amusant, simple.
Un autre dessin de Heng pour le Liane Zhaobao. Heng qui est un dessinateur singapourien, un grand dessinateur. Alors, lui, il a trouvé une autre manière de symboliser l'enquête, c'est que vous avez ce chien en train de chercher, il cherche qui? Il cherche Hunter Biden, et je pense que, évidemment, Heng là veut nous parler de la solidarité que le père, pour l'instant, indéfectiblement affiche avec le fils en le prenant sur ses épaules. Vous remarquerez que le fils a quand même la main dans le pot de confiture. Donc, sous-entendant qu'il n'est pas tout propre. Et enfin, il nous fallait quand même un dessin d'un Américain. Alors, on n'en a pas encore reçu de Hunter Biden lui-même. Il n'a pas encore déposé candidature à Cartooning for Peace. On l'attend. Donc, je vous en propose un de Clay Jones, ce grand dessinateur américain bien connu des services, qui lui dit, alors au fond, est-ce que vraiment il y a de matière pour faire de l'empêchement? Et vous avez ces 3 éléphants républicains qui constatent dans l'enquête contre Biden qu'ils ont de quoi empêcher Hunter, mais pas encore Joe. Et la COP 28 à Dubaï, qui aboutit donc à un accord qui appelle à faire une transition hors des énergies fossiles afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Certains le qualifient d'historique, cet accord, d'autres de premier pas. Le texte prévoit le triplement de la capacité de production d'énergie renouvelable et un doublement des taux d'efficacité énergétique d'ici à 2030. On va écouter John Kerry. John Kerry, c'est l'émissaire américain pour le climat. Pour la toute première fois lors d'une COP, les combustibles fossiles ont été mis sur la table en tant qu'élément majeur de nos négociations. Et la décision qui en a découlé prévoit clairement une transition vers l'abandon des combustibles fossiles pour les systèmes énergétiques afin de parvenir à un bilan net nul d'ici à 2050. Il s'agit là d'un message clair et sans ambiguïté sur l'une des questions les plus complexes auxquelles nous sommes confrontés. Et la COP 28, Ziad, alors verre à moitié vide ou verre à moitié plein? On va pas se plaindre, c'est un verre. Un accord. C'est un accord. Et puis non, et puis les COP, elles ont ce rôle de poser des jalons de principe. C'est-à-dire que Paris a posé le jalon qu'il fallait absolument faire descendre les émissions de gaz à effet de serre. On était parti sur une trajectoire à l'époque qui était de 4,5, 5, il faut faire 1,5. Donc un jalon. Et puis il y a ce jalon qui dit on va transitionner. Alors le verbe a occupé pendant 12 heures. Non, ça a occupé pendant 12 heures tous les diplomates, etc. On va transitionner. Et non pas sortir. Oui, mais parce que sortir de toute façon, enfin bon, chacun peut avoir son opinion, mais sortir là tout de suite maintenant, quand le président de la COP, Emirati, on dit on va pas retourner dans l'âge des cavernes, c'est quand même quelque chose qui est relativement partagé par l'ensemble du monde. Moi, ce qui me gêne dans cette COP, le principe est très bien, la décision vers l'avenir est très claire. Ce qui me gêne, c'est que c'est toujours les mêmes qui passent à la trappe, c'est-à-dire les États insulaires qui, eux, sont en danger immédiat, mais aussi l'Afrique, qui est un continent extrêmement important dans le changement climatique. On leur a promis 100 milliards il y a un certain nombre d'années dont on n'a pas vu le premier rond. Et aujourd'hui, ils sont dans un piège qui est qu'ils ne peuvent pas financer les énergies carbone, parce que les banques prêtent plus, les États prêtent plus. Donc on ne peut pas financer du pétrole ou du gaz en Afrique, mais on ne peut pas financer non plus les énergies renouvelables qu'on leur demande de faire à vitesse grand V, c'est-à-dire plus la sécurité, plus l'éducation, plus le retard infrastructurel, plus la lutte contre la pauvreté, plus la désertification. Enfin, je veux dire, il y a un moment où ces COP qui se jouent en fait entre acteurs majeurs d'aujourd'hui, les producteurs de carbone, les producteurs de pollution, qui sont la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Europe, et les autres, excusez-moi du terme, démerden Sie dich. Et puis on verra bien, vous en êtes dans 10 ans. Mais ce qui serait bien, c'est que vous polluez pas quand même. Mais je trouve qu'à un moment, il faut arrêter ce cirque, parce que le débat, il est justement chez les 2,5 milliards d'habitants de ce Sud qui vont à un moment ou à un autre produire, parce qu'on va pas les obliger à ne pas produire. Et le fonds perte et dommages, il n'y a pas eu vraiment une garantie qu'il soit... C'est ce que disait Ziad, c'est 100 milliards déjà. C'est mieux que rien, effectivement. Dans cette COP, pour la première fois, on cite les énergies fossiles, et ensuite, il faut aider ces États-là. Bon, sur ces États, il y en a quand même qui ont des capacités de production. Et les pétroliers, ils le savent, et donc ils passent des accords avec ces États. Et les États du Sud qui ont encore des énergies fossiles n'ont pas du tout envie de se faire dicter par les autres États du Nord, qu'on peut dire, du Nord global, la marche à suivre. Ils ont aussi envie de défendre leur capacité de production. Et je dirais un dernier point pour finir. Je crois que ce qui est important aussi, c'est l'effort dans cette COP qui a été mis sur les énergies nouvelles et de dire qu'il faut se lancer à fond dans les énergies renouvelables. Et on voit que la Chine, premier gros
pollueur mondial avec le charbon, eh bien, risque de devenir très vite, à terme, le plus gros producteur mondial d'énergie renouvelable et donc de nous entraîner dans sa suite. Et on verra comment les marchés financiers réagissent et les marchés pétroliers aussi. Avec une année 2023, l'année la plus chaude, oui. Et puis le record de l'extraction et de la consommation du charbon. Ça, c'est 2023 aussi, avec plus de 54% de la demande mondiale en Inde et en Chine. Ce que je trouve dommage d'une certaine manière par rapport à ces COP, parce que c'est vrai qu'elles sont censées donner un signal et donner une dynamique, c'est qu'en fait, le message à l'opinion publique est loin d'être clair. Moi, si je suis un citoyen lambda, je ne comprends rien au lendemain de la COP28. J'ai à la fois les gens qui me disent c'est historique et j'ai les gens qui me disent c'est un petit pas. Et donc là, je pense qu'il y a un énorme effort à faire parce qu'il faut que les gouvernements soient partie prenante, mais il faut aussi que les citoyens soient partie prenante. Et là, autour de moi, personne ne comprend rien. J'ai l'impression, les citoyens, que ça serve à quelque chose. Et donc là, c'est un vrai souci. Et je pense qu'il y a un effort politique à faire. Et l'autre élément quand même, c'est que moi, j'ai retenu 2 chiffres, que si on continue à faire ce qu'on fait avec les efforts qu'on va produire, on va réduire à peu près de 2% les émissions de gaz à effet de serre. En fait, il faudrait 40%. Et donc, on a quand même un déficit de 38%, et pour l'instant, personne ne sait où on va le trouver. On ne tiendra pas le 1,5 degré, c'est ça l'objectif. Ah non, oui, juste un petit point, c'est sur les pays du Golfe qui sont les méchants de l'affaire, mais qui sont aussi ceux qui, comme la Chine, ont embrayé une mutation de leur économie sur le renouvelable, etc. Et l'autre gros dossier, mais qui est passé un petit peu en second, c'est le nucléaire, parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette COP. Est-ce que le nucléaire, c'est cette énergie de transition longue ? Est-ce qu'il faut faire des centrales ? Le texte final est très peu clair sur le nucléaire. C'est pas très clair, parce que mais construire des centrales prend 10 ans. Alors que mettre des éoliennes et des panneaux solaires ne prend pas 5-10 ans. C'est ça le problème, c'est la construction des centrales. Une ville de 6 millions d'habitants, la faire tourner à l'éolienne, c'est... Oui, mais c'est 5-10 ans. Oui, je suis d'accord. CAC. Alors, les dessinateurs de presse, ils ont plutôt retenu que c'était une transition qu'une sortie, visiblement. Ils ont raison. Je ne sais pas s'ils se réjouissent, mais en tout cas, ils rigolent. Donc, vous avez par exemple ce dessin de Herman pour la Tribune de Genève, Herman, dessinateur suisse. Donc, vous avez ces 2 interlocuteurs, l'un qui dit « Nous sommes tous d'accord pour la sortie des énergies fossiles. Oui, mais par le haut. » signale le représentant de Dubaï. Bon, une sortie par le haut. Effectivement, c'est ce qu'on a essayé de faire. À côté. Intéressant. Un regard plus triste, vous parliez de la participation des citoyens. Je vous propose ce dessin de Solis, un des dessinateurs, à mon avis, les plus doués de sa génération, dessinateur mexicain, qui nous rappelle qu'on a quand même un petit problème d'addiction avec le pétrole, et c'est pas récent, et que ça va pas forcément être évident d'en sortir. Le dessin est assez terrible, mais je trouve que c'est une des images les plus simples et les plus parlantes qu'on peut trouver sur le sujet. Et enfin, quand même, pour terminer sur une note gaie, on a les fêtes qui approchent, il faut sourire. Quand on veut rigoler, on va voir Kroll, un dessinateur belge qui est souvent hilarant. Lui, il nous propose la conclusion de ce Dubai Bye, la COP28 Dubai Bye, avec le représentant de Dubaï qui serre la main de ce manchot en disant « On fait comme on a dit ». C'est dur. Oui, c'est dur. C'est un rire jaune. Ouais. Merci beaucoup, CAC. Merci Fabrice Rousselot, Ziad Limam, Patricia Alémonière. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Bon week-end à tous.